je tiens à vous remercier, Mireille Gruber et Béatrice Roederer, de m'avoir donné cette occasion. Finalement, les occasions ne sont pas si nombreuses d'être amenées à réfléchir à un moment, à interrompre le temps, autant suspend ton vol, le temps de cette profession d'architecte qui est un temps qui est très accéléré, très rapide, et où il faut être à la fois coureur de sprint et de marathon. Et ce genre de proposition est assez agréable parce qu'elle oblige, à un moment donné, à s'arrêter et à réfléchir pour essayer de donner une forme audible à une réflexion ou un propos. Donc je suis très heureux d'être là ce soir et comme tu l'as dit, je suis évidemment architecte et je n'oublie pas l'enseignement que j'ai suivi à Chaillot, qui a fait partie évidemment de mon initiation et de mon entrée dans cette matière qu'on appelle le patrimoine, qu'on enferme trop souvent dans des limites très étanches, et on sait bien qu'aujourd'hui presque tout est patrimoine, matériel ou immatériel. Et puis aussi, j'ai effectivement mené des études d'urbanisme, et là je me sens beaucoup redevable à la fois à Françoise Choët et puis à Bruno Fortier, qui sont deux personnalités fortes et qui ont tracé un sillon dans le domaine de la réflexion sur l'urbanisme et sur les rapports entre l'architecture, son histoire et son devenir. Alors, c'est vrai qu'en faisant ce petit travail d'introspection, je me suis dit, où étais-je hier ? Eh bien, hier, j'étais à Crangevrier. Vous voyez ces halles qui sont des halles qui abritaient d'anciennes machines pour imprimer, d'anciennes machines à imprimer. Donc hier, j'étais à Crangevrier, c'est à côté d'Annecy, et c'est un site industriel sur lequel on nous a demandé de réfléchir avec d'autres équipes. Vous connaissez la dure loi du sport des architectes qui consiste à tous les jours remettre sur le métier leur ouvrage et à essayer d'être les plus pertinents possibles. Donc voilà, deux halles industrielles qui sont sur un site qui date du 19e siècle où une activité industrielle existait. Et puis aujourd'hui, eh bien, je me suis rendu à la Monnaie de Paris, où on mène un projet important et où, comme vous pouvez le voir de ce point de vue, on voit tous les toits de la manufacture qu'on ignore depuis le quai de Conti, parce qu'en fait, on passe devant la façade du palais, alors qu'il s'agit d'une manufacture royale qui a été créée et fondée à la même époque que celle des Salines d'Arc-et-Senans, non pas par Claude-Nicolas Ledoux, mais par Jacques-Denis Antoine, qui est un architecte de la même époque et qui a le même goût de l'architecture néoclassique. Alors, demain, j'irai à Saclay. Alors, je ne vais pas vous défiler toute la semaine, je vous rassure tout de suite, mais demain, j'irai à Saclay, où on a la chance d'avoir été choisi pour mener une étude sur le devenir de ce site particulièrement spécifique. Ce site qui est réservé, qui était la cité de l'atome dans l'esprit de Perret, et où là aussi on est face à des bâtiments qui sont à la fois des bâtiments industriels, des bâtiments d'expérimentation. Et aujourd'hui, dans le cadre du grand projet de Paris-Saclay, du plateau avec le grand projet de cluster, eh bien la question du devenir de ce site se pose. Elle ne se pose pas en termes de fermeture ou d'ouverture, elle se pose en termes de développement, de connexion, de relation avec les établissements universitaires. Et donc c'est évidemment, vous le voyez, comme par hasard, je dirais, 3 jours où la question de l'architecture industrielle, de son devenir, est au centre, avec à chaque fois des sujets qui ont une dimension patrimoniale assez évidente ou assez forte. Alors, comme le rappelait Mireille Gruber, j'interviens à un moment dans ce cycle. Je ne sais pas quels sont ceux qui ont assisté à toutes les séances et quels sont ceux qui n'ont pas assisté à toutes les séances. Mais la séance de la semaine dernière, c'est Paul Smith qui l'a donnée, qui est un éminent chercheur et qui est quand même un des meilleurs spécialistes en France concernant la question du patrimoine industriel. Donc je vais me faire tout petit parce qu'en termes de connaissances scientifiques, je ne lui arrive pas à la cheville. Et puis, la séance prochaine est une séance qui
interroge plutôt la mémoire, si j'ai bien compris, avec Philippe Méraud. Et puis vous aurez toutes les approches thématiques, et là je parle pour ceux qui suivent bien régulièrement leur cycle. Vous aurez l'architecture du textile, l'architecture portuaire, l'architecture de la mine, l'architecture ferroviaire, tous ces domaines qui d'une manière ou d'une autre font partie du grand domaine de l'architecture industrielle. Et pour se conclure, par des exemples de l'actualité nationale mais aussi internationale que Francis Rambert développera devant vos yeux, c'est-à-dire des très grands exemples, des très grands sites, des très grands projets qui sont évidemment des sites remarquables, mais qui parfois, c'est parfois des grands sites qui laissent d'autres petits sites disparaître, dont on parle moins. Donc je pense qu'il y a une place pour tous ces petits sites ou tous ces sites intermédiaires, autres que le Lingotto ou que la Roure, qui sont évidemment en eux-mêmes des mondes et des univers extraordinaires, mais il y a toute une partie de notre paysage, de nos paysages, de notre territoire, qui est profondément marqué par cette architecture industrielle et qui en est inséparable. Donc, aujourd'hui, en fait, je vous propose d'avoir une sorte de récit, je dirais un récit d'architecte, pour faire simple, qui va être à la fois du registre du constat et puis dans le registre du point de vue. Parce qu'il me semble important à la fois de porter à la connaissance des éléments. Alors je sais que dans la salle, il y a beaucoup de personnes très très sachantes et très connaisseuses, donc peut-être qu'elles me reprendront à la fin de mon exposé. Mais en tout cas, j'ai eu envie, en faisant cet exercice, cette préparation, je me suis dit c'est important quand même de donner quel regard peut-être celui d'un architecte sur cette architecture assez spécifique, et de positionner, de problématiser, d'essayer d'expliquer en quoi cette architecture est vraiment extrêmement importante dans le domaine du penser l'architecture, je dirais, hein, pas uniquement dans la question de la problématique de l'architecture industrielle. Donc, je vais essayer de dérouler cette présentation qui va mêler à la fois, vous le verrez, des exemples, dont certains sont très connus, des sujets que peut-être vous connaissez mieux que moi-même, et puis aussi des expériences personnelles, pour essayer d'entremêler tout cela et de montrer un peu la complexité et la richesse de tout cela. Mais ça va rester évidemment le point de vue d'un architecte, sa prise de position, si je puis dire, par rapport à un sujet. Qui est un grand sujet, un sujet très vaste qui recouvre presque tous les sujets en quelque sorte. Alors, le titre de la conférence, vous l'avez vu, c'est « Recycler l'architecture industrielle ». Alors, on met le logotype, comme on dit aujourd'hui, puisqu'on est dans une période de logo, le logotype qui signifie « recycler les matériaux ». Et on y reviendra un petit peu plus tard. Mais je voulais d'abord, l'idée m'est venue en réfléchissant à comment vous transmettre ce que l'on peut ressentir quand on est architecte et qu'on se déplace dans des bâtiments qui sont abandonnés. J'ai eu envie de vous faire profiter d'une petite séquence de découverte de lieux abandonnés, que vous avez vu pour certains d'entre vous dans le cadre du film L'Esprit des friches, puisque c'est la cartoucherie de Bourg-les-Valences qui est devenue aujourd'hui le pôle de dessin animé qui s'inscrit dans le pôle beaucoup plus important qui est celui de Imaginov, qui est un des pôles de compétitivité de la région Rhône-Alpes et qui regroupe Lyon, Annecy et Valence, avec le dessin animé mais aussi l'image virtuelle et toutes les techniques de développement autour de l'image. Alors si le technicien veut bien envoyer, voilà. Alors on peut éteindre peut-être si c'est possible, ce sera. Voilà. C'est 1 minute, hein, c'est très court. Voilà.
Alors c'est comme ça, la plupart du temps, que l'on découvre les sites que l'industrie a désertés, les sites que certains essayent de défendre, parce que je crois qu'il est important, dans le cadre sur la question de l'architecture industrielle, de redonner toute la place qu'elle mérite aux associations, car bien souvent la sauvegarde de ces sites est le fait d'associations, parfois très réduites, et c'est quelque chose évidemment toujours assez émouvant que de parcourir ces lieux qui sont à l'abandon, dans lesquels flotte une sorte d'esprit tout à fait particulier. Les quelques éléments de mobilier qui sont là nous permettent de l'imaginer. On a encore l'odeur des matériaux, les odeurs attachées au poste de travail de certaines choses. On a la lumière, on l'a vu, on a le parcours dans l'espace. Et c'est toujours un moment extrêmement fort. Quand on découvre un bâtiment, je dirais que c'est un petit peu comme quand on fait la connaissance, qu'on rencontre pour la première fois une personne. Il y a des choses dont on n'est pas conscient, qui s'impriment en vous, en quelque sorte, et qui vont, d'une manière ou d'une autre, nourrir le travail de l'architecte au cours de sa réflexion quand il est appelé à transformer le lieu. Alors la deuxième petite séquence, et là je préviens, il ne faut pas courir vers les issues de secours tout de suite, la deuxième séquence, c'est une séquence sonore, parce que la plupart du temps, ce qui fait cruellement défaut quand on visite ce genre de site, et ce qui fait que l'on n'en perçoit qu'une image très, très limitée, même si on a déjà l'espace, la lumière, mais le son d'une usine. Ça, c'est quand même la chose la plus importante qui existe, c'est le son que l'on entend quand l'usine est en fonctionnement. Alors, si le technicien veut bien envoyer le son, si je puis dire. Voilà, la machine s'arrête, mais c'était juste un petit moment pour qu'on se rappelle du bruit des usines, même quand on ne les a pas forcément fréquentées ou connues, évidemment. Et là, le son, évidemment, est diffusé à un volume tout à fait supportable. Dans certains cas, le son est suffisamment insupportable pour qu'on se mette des casques sur les oreilles pour ne pas en souffrir. Donc, il y a quelque chose, évidemment, qui est très important, qui est cette ambiance propre à l'architecture industrielle qui parle aussi d'ailleurs dans certains cas d'aliénation de l'homme au travail et qui en donne une vision complète qui nous fait parfois défaut même quand on visite ces lieux abandonnés et qui ont souvent quelque chose de très émouvant et de très attachant. Alors là, évidemment, ces lieux à l'abandon, ils ont fréquemment été dépouillés de leurs machines. Il n'y a plus d'activité, plus de bruit, plus d'odeur, plus de vie, évidemment. Et c'est un phénomène qui a dû être décrit, j'imagine, dans les séances précédentes, mais qui s'est déroulé et qui s'est surtout accéléré à partir de la fin des Trente Glorieuses, avec un phénomène d'abord de transformation de l'industrie et puis ensuite de désindustrialisation. Et ça fait qu'il y a un patrimoine au sens immobilier du terme, sans même lui donner une connotation positive ou négative. Il y a un patrimoine immobilier absolument considérable. Et ce patrimoine, quand il a la chance de faire l'objet d'un intérêt de la part de certains, eh bien, évidemment, tout ce qu'on lui souhaite, c'est de connaître à nouveau le bruit. D'abord le bruit d'un chantier, parce qu'en général, c'est comme ça que ça démarre. Et puis le bruit d'une nouvelle activité, parce que la vie est partie, mais la vie peut revenir. Alors, je vais évidemment maintenant un peu plus rentrer dans le vif du sujet.
Et j'avais besoin et envie de reparler un peu de l'architecture industrielle, de ce qu'elle signifie pour les architectes, parce que je crois que la dimension historique, une approche culturelle est indispensable pour l'architecte pour être capable et en mesure d'intervenir avec le plus de finesse possible sur les bâtiments qui peuvent lui être confiés. On a ici un paysage qui est un de ces paysages de peinture romantique de l'industrie, l'industrie telle qu'on la perçoit ou telle qu'on la voit ou telle qu'on la rêve d'une manière pittoresque au XIXe siècle, avec un paysage qui est déjà marqué par le bruit, la fureur, mais la lumière, la fumée, toutes sortes de pollutions, comme on dit aujourd'hui, et qui est une architecture qui va au départ, qui est née tout simplement pour répondre aux besoins de la révolution industrielle. Et comme dans tous les domaines de l'architecture, et ça je pense que c'est important aussi pour le public d'en avoir conscience, quand un nouveau champ apparaît, quand un nouveau besoin se fait jour, les architectes ont l'habitude de s'appuyer sur les typologies de bâtiments ou les types d'ouvrages qui existent, qui pourraient le plus facilement être adaptés pour répondre aux besoins nouveaux. C'est tout à fait le cas de l'architecture industrielle au départ. Et au départ, elle va prendre la figure de bâtiments finalement assez traditionnels, de bâtiments qui peuvent être des bâtiments qu'on qualifierait de ruraux, auxquels on donne aujourd'hui un qualificatif d'industriel. On le découvre là, par exemple, par la présence de la cheminée, qui est évidemment l'énergie, le feu, l'énergie qui est là. Mais si on imagine qu'on retire ces deux cheminées, finalement, cette architecture, on pourrait tout à fait ne pas l'apercevoir comme une architecture qui répond à un besoin industriel. On est là à Salins-les-Bains, qui est un des lieux qui fonctionne avec la saline royale d'Arquesonant et qui présente une architecture beaucoup plus modeste, beaucoup plus traditionnelle, évidemment, que la saline royale d'Arquesonant. Il n'en est pas moins vrai que ce site a été inclus dans le classement, enfin, a fait l'objet d'une extension dans son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de la saline royale d'Arquesonant. Donc, là, c'est simplement pour dire aussi que cette architecture, aujourd'hui, elle a gagné ses lettres de noblesse, puisqu'on est capable de l'inscrire au patrimoine mondial. L'UNESCO en est capable. Aujourd'hui, la France porte un projet très important sur le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, où là, on est à une échelle qui est territoriale, qui est architecturale, qui recèle des bijoux d'architecture, mais aussi d'infrastructure, et qui est une transformation complète du paysage. Donc, une architecture qui, progressivement, va trouver ses codes, ses formes, et qui va petit à petit se définir une écriture, et puis commencer à utiliser les matériaux qu'a produit la révolution industrielle, tout simplement. La brique, alors on a toujours produit des briques, déjà à l'époque des pharaons, on produisait des briques, mais là la brique elle est industrialisée. Le fer, on a utilisé le fer dans le donjon du château de Vincennes dès l'époque médiévale, mais là le fer il va être travaillé autrement, il va être le résultat d'une fabrication industrielle, d'une mécanisation. Donc on va commencer à utiliser ces produits de manière à rationaliser ces constructions, à utiliser les qualités des produits nouveaux, et puis petit à petit apparaît une forme d'architecture qui est tout à fait étonnante. Là, c'est un dessin du milieu du 19e siècle en Allemagne, et quand on voit cette architecture, quelque part, on a l'impression, sans vouloir être outrageux pour les défenseurs de l'architecture moderne, que le Bauhaus est déjà là, d'une certaine façon. Il y a une écriture qui est très épurée, on voit bien que tout ornement, toute forme d'ornement a disparu, on est dans une rationalité stricte, et en même temps, cela produit des bâtiments qui ont une forme et une présence très très forte dans la ville, dans le site, qui vont évidemment progressivement modifier les paysages et modifier les territoires. Et puis, les matériaux nouveaux vont aussi accélérer la transformation ou tout simplement l'histoire de l'architecture, l'apparition du béton armé. On a ici l'exemple d'un lieu aussi d'imprimerie sur l'île de Zorozaure à Bilbao, où on voit une grande nef avec un système en béton armé et une grande nef avec un éclairage zénital, c'est-à-dire qu'on commence à produire des grandes structures, et ces grandes structures, évidemment, elles répondent aux besoins de l'industrie, mais demain, c'est ce qui va faire qu'elles vont
pouvoir accueillir toutes sortes d'autres usages, toutes sortes d'autres activités, et c'est ce qui va faire qu'elles vont bénéficier d'un potentiel absolument exceptionnel. Et puis on va aller jusqu'au chef-d'œuvre, évidemment, comme cette magnifique halle en charpente métallique, qui bien évidemment, rassurez-vous, n'est pas menacée, parce que ce grand genre de grands ouvrages ont fait l'objet d'une attention et ont fait l'objet évidemment de protection pour éviter qu'ils ne soient démolis. La production de véritables chefs-d'œuvre qui sont à la gloire de l'industrie, avec des matériaux nouveaux et avec des potentialités nouvelles. C'est très important de le noter parce que c'est ce qui va expliquer ce qui est en mouvement aujourd'hui dans ce domaine depuis déjà quelques décennies, et c'est ce qui va expliquer qu'il y a là aussi une sorte de réservoir à idées pour l'architecture contemporaine. Je ne parle pas là de refaire. C'est la halle à Lyon. La grande, ah oui, pardon, je sais pas si j'ai, ah oui, j'ai cité l'exemple précédent, mais pas celui-là. Donc une grande halle de marché, et on a évidemment là un espace sans point d'appui intermédiaire, sans mur de recoupement, qui a des capacités absolument exceptionnelles et qui constitue un chef-d'œuvre de l'âge industriel. On a aussi beaucoup parlé des palais de l'industrie, parce que finalement, à un moment donné, les industriels vont choisir de construire des bâtiments exceptionnels qui affirment ce primat de l'industrie et qui ne sont pas de simples enveloppes destinées à coûter le moins cher possible et être le plus rentable possible, mais qui ont une véritable dimension symbolique. Donc je dirais on a beaucoup de chance de s'appuyer sur cette architecture de la révolution industrielle qui démarre dès la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, qui s'étend à l'Allemagne, puis à la France, puis à toute l'Europe, et qui va produire un certain nombre de chefs-d'œuvre, on peut le dire, au XVIIIe, au XIXe, au XXe siècle, avec une forme de volonté de permanence. On voit bien aujourd'hui que l'industrie a tendance à produire des bâtiments qui n'ont pas cette même ambition, qui sont dans des processus plus rapides sur lesquels on va pas revenir aujourd'hui. Ici, ça n'est pas le lieu, mais c'est évidemment une obsolescence des process industriels, une obsolescence qui fait que l'architecture n'est pas destinée à durer. En réalité, en tout cas, elle n'est pas pensée avec cette idée de pérennité qui anime l'architecture de la révolution industrielle. Alors, la révolution industrielle, évidemment, et l'architecture industrielle, on ne peut pas en parler sans parler des machines. Tout à l'heure, vous avez vu dans ce petit film un espace qui est extrêmement émouvant, où on sent bien que l'espace est assez libre, il y a quelques points d'appui en fonte, on devait installer des machines, mais on ne sait pas tellement comment quand on rentre dans cet espace, sauf à regarder au plafond s'il y a encore des axes avec des poulies, avec les fameuses courroies de transmission qui permettent de transmettre l'énergie aux machines, auquel cas on peut déduire de ce qui se trouve au plafond tout simplement le plan de l'implantation des machines pour une partie. Donc en général, les machines ont disparu. Et ici, c'est ce dessin d'une machine à vapeur, évidemment, puisque tout part de là, d'une certaine façon, qui est à la fois émouvant et qui est le point de départ de ce grand mouvement, de cette grande création qu'est l'architecture industrielle quand elle émerge. Et je dirais, si j'allais un peu plus loin, je dirais que finalement, les grandes églises sont apparues au départ en se calquant sur les modèles des grandes basiliques. Elles ont exploité le plan, elles l'ont transformé tout simplement parce que c'était les architectes de l'empereur qui construisaient les basiliques civiles et puis qui ont construit des basiliques religieuses. Donc là aussi, on est dans un processus de transfert de modèles, de transfert de formes, jusqu'à ce que le modèle s'autonomise et il va s'autonomiser pour partie autour des machines, autour de l'espace qui est nécessaire pour les machines. Là, on est à Los en Goële, et évidemment, on voit la dimension que peut prendre ces machines qui fabriquent de l'énergie, et on voit, ou qui la transfèrent, et on voit que le bâtiment est construit autour. C'est-à-dire que d'un côté, on a la conception de l'architecture, de l'autre côté, on a l'évolution des machines, et puis on va petit à petit construire des bâtiments et des machines qui ne font plus qu'un. Ici, c'est une image de l'ancienne halle de la SUDAC, aujourd'hui transformée en école d'architecture par Frédéric Borel. Et vous voyez que ces grands volumes, ils ont une explication. Évidemment, dès qu'on supprime le matériel qui se trouve à l'intérieur, on est perplexe, on se dit c'est extraordinaire, pourquoi ont-ils construit des choses aussi vastes ? Ça n'est pas juste par la folie des grandeurs, c'est simplement pour accueillir du matériel, des machines et des hommes qui vont travailler autour.
Ici, plus près de nous, un des fours de la manufacture de Sèvres, où on voit aussi comment finalement une écriture des structures évolue en même temps que des types de fours évoluent, avec une voûte qui est cintrée, qui utilise le métal, avec un système de briques, le four qui est dedans, qui est un four circulaire. Et il y a tout un potentiel de création qui est exploité, je dirais, par les architectes, mais aussi par les ingénieurs, parce qu'il faut leur rendre cette justice, c'est que dans ce domaine, évidemment, ils vont exceller et ils vont déployer talent et ingéniosité pour créer ces formes nouvelles. Donc, l'accélération, comme je disais tout à l'heure, de l'activité industrielle et de ses process va faire qu'on va être face à des ensembles qui vont se transformer aussi. Alors ici, j'ai mis quelques images qui montrent aussi ces ouvrières, là par exemple, je crois que c'est une illustration de la manufacture des tabacs de Morlaix, si je ne me trompe pas. On voit aussi la place des hommes, et en l'occurrence des femmes, dans l'activité industrielle. On voit les conditions de travail, il ne faut pas l'oublier, on voit ce que veulent dire ces espaces. Moi, j'y suis particulièrement sensible parce que l'architecture militaire, un peu comme l'architecture industrielle, a longtemps été, pas dénigrée, mais jugée comme quelque chose à part, tout simplement parce qu'il y a une mémoire qui peut être douloureuse, qui peut être celle du travail dans certaines conditions, de la guerre, et que ce sont du coup des patrimoines avec lesquels tout le monde a un petit peu de difficulté, et il faut que le temps passe pour que l'on prenne le recul nécessaire. Là, on voit la mécanisation, les machines qui prennent une toute autre place dans les bâtiments, qui vont presque jusqu'à faire disparaître le bâtiment, et il faut évidemment bien imaginer que tout cela va se transformer, qu'on va modifier ces bâtiments pour les adapter à des process qui évoluent, que tout est dicté par l'évolution du process, et que ces bâtiments, aussi beaux soient-ils, les industriels vont demander à leurs architectes et à leurs ingénieurs de les adapter pour les besoins nouveaux qu'ils sont les leurs quand leur activité se modifie. Donc, on est sur une architecture qui a pris son appui sur des modèles qui n'étaient pas prédestinés en quelque sorte, et puis en même temps on est sur une architecture qui évolue, qui se transforme pour répondre à des besoins. Ça veut dire aussi que les questions du patrimoine, cette fois du monde du patrimoine, se posent peut-être un peu différemment, parce qu'on est dans un domaine qui n'a jamais connu la stabilité, si je puis dire. Les bâtiments changent, les machines changent, on évolue, on transforme, et donc ces bâtiments ont déjà connu quelques transformations qui parfois les ont soit embellies, soit enlaidies, selon les cas, les ont toujours transformés. Donc on est dans un véritable monde architectural, mais qui n'est pas sous une cloche de verre. Ici, on est là aussi dans un site minier, et on voit évidemment la présence de ces infrastructures, qui sont des ouvrages d'ingénieurs, mais qui constituent des points de repère à l'échelle du territoire. La question des territoires est beaucoup abordée dans le cycle, et elle est évidemment fondamentale parce qu'on comprend à partir de ce patrimoine industriel comment le patrimoine peut devenir un levier pour engager la transformation d'un territoire. C'est quelque chose de tout à fait spécifique et particulier qui relève de l'étendue souvent qu'ont pris ces sites. Au départ un petit noyau, puis qui s'étend, les ateliers se juxtaposent, les sheds arrivent, des ouvrages émergent, tout un véritable paysage qui se construit, souvent sans plan prédéterminé, et puis qui va petit à petit décliner dans un certain nombre de cas, mais qui garde ces silhouettes qui sont à tous familières. Ici, on est toujours à Los Angeles, et la première fois où je suis allé sur site, j'ai évidemment été frappé par la transformation qu'a opérée l'industrie sur le paysage, avec ce qui ne sont pas des pyramides, mais ce qui sont des terrils, et qui ont des dimensions de pyramides, qui ont une présence magnifique dans le paysage, et qui plus est, sur lesquels une forme de diversité environnementale s'est développée, tout simplement parce que ces énormes masses sont toujours avec un niveau de température plus élevé que leur environnement, et que donc des plantes, des petites bêtes qu'on ne voit pas ou qu'on voit au microscope se développent sur ces formes. Donc on est face vraiment à un paysage, un environnement qui est modifié en profondeur et qui est source de richesse environnementale, là en l'occurrence, même si on peut considérer à d'autres égards que c'est peut-être une pollution visuelle, si on se place
dans l'idée de revenir à un paysage d'avant la mine, mais le paysage s'est transformé et la mine lui a donné une caractéristique, une particularité nouvelle qui est un élément de richesse. On voit là ici un très grand site en Belgique qui est le Grand Ornu, qui est une sorte de rêve industriel à la croisée de la saline royale d'Arc-et-Senans et des ambitions des phalanstères. On aurait pu parler du phalanstère de Guise, qui est aussi un événement en soi en matière de conception architecturale. Là, vous voyez toute l'anneau, et puis vous voyez autour les maisons, l'habitat. C'est-à-dire qu'on est à une architecture industrielle qui se développe à une échelle urbaine, mais avec tous les éléments. Travailler, se loger, se nourrir. Et c'est évidemment une forme de monde en réduction, si on peut dire. En tout cas, c'est une architecture qui s'étend dans tous les domaines, à tous les domaines, et c'est ça qui est tout à fait passionnant. Et quand on voit ici cette photographie de l'extension prise par ces usines dans certains territoires, on comprend qu'elles ont totalement transformé le paysage, qu'elles sont devenues le paysage urbain, qu'elles sont devenues sont un élément essentiel et très important. Et on comprend évidemment simplement physiquement ou quantitativement le potentiel que peuvent avoir de tels espaces à partir du moment où ils sont délaissés par l'industrie. On les qualifie de friches. Vous avez vu ce film, pour certains d'entre vous, L'Esprit des friches. Évidemment, quand l'activité disparaît, ce sont des centaines de milliers de mètres carrés qui peuvent être abandonnés, des hectares de toitures abandonnés également. Et très vite, la question du devenir de tout cela se pose, parce qu'on sait très bien qu'un bâtiment qui n'est pas entretenu, qui n'est pas chauffé, se dégrade très vite, pourvu que quelques-uns y mettent le feu ou y fassent quelques tentatives destructrices. Et on n'est pas très loin de la mort totale de ces bâtiments. Donc, des sites qui ont véritablement transformé le paysage. Cette photo-là est aussi assez extraordinaire, puisqu'il y a ce collage entre l'architecture religieuse et presque, sinon rurale, en tout cas villageoise, et puis ces cheminées, ces tuyères, cette impression, ce collage d'une architecture industrielle avec sa puissance, son écriture qui ne manque pas de beauté et de noblesse, pourvu qu'on la regarde avec un certain plaisir. Alors, quand on en arrive là, on se pose une petite question, c'est le pourquoi du re. Parce que l'étymologie du re, en latin, c'est indiquant un mouvement en arrière, retour à un état antérieur. Pourquoi je me suis posé la question du re? Parce que quand on regarde restaurer, restituer, rénover, réhabiliter, réutiliser, reconvertir et même recycler, on voit qu'on est dans un champ qui vise à travailler sur des ouvrages et sinon, comme le veut l'étymologie latine, à revenir en arrière, en tout cas à reprendre. C'est le terme de la reprise. On reprend quelque chose qui existe déjà et pour le transformer. Mais restaurer ne veut pas dire restituer. Restituer, ça n'est pas la même chose que rénover, qui en clair veut dire démolir pour reconstruire autre chose à la place. Réhabiliter, on le fait pour les personnes qui ont eu qui se sont mal comportés. Un jour, on dit on va les réhabiliter. Donc, on a toujours un peu de difficulté à se dire pourquoi faudrait-il réhabiliter un bâtiment au sens moral du terme. Il n'a fait de mal à personne, mais on prend le mot au sens générique, c'est-à-dire le remettre en état. Remettre en état. On le réutilise. Ça, c'est quelque chose, une thématique plus nouvelle. On le réutilise, même si elle a toujours existé. On le réutilise, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour autre chose. On le reconvertit à quelque chose de plus massif. On reconvertit une friche industrielle, on reconvertit une friche militaire, ou on le recycle. Et ce mot-là a retenu mon attention parce que je pense qu'il se place aujourd'hui dans une plus grande justesse que les mots précédents, et que surtout, il peut éclairer l'emploi équilibré des différentes approches préalables, c'est-à-dire restaurer, restituer, rénover, réhabiliter, réutiliser, reconvertir. Je m'explique. On a finalement un mouvement qu'on peut observer quand on prend un petit peu de recul. À partir des années 60, 70, dès l'après-guerre en Angleterre, déjà, du fait des destructions de la Seconde Guerre mondiale, il y a une perception de la qualité de certaines architectures industrielles, de l'enjeu qu'elles représentent, de l'enjeu de mémoire, mais aussi de l'enjeu pour le domaine technique.
de l'enjeu aussi pour ceux qui y ont travaillé et qui ont envie que ce bâtiment continue de servir à quelque chose. Toujours la place des associations, la place de ceux qui ont travaillé, la mémoire de ceux qui ont travaillé là. Mais cette envie de sauvegarde, elle va démarrer cas 1, cas A, si je puis dire, et elle va déboucher assez, quand même relativement rapidement, sur des débuts de mise en état de sauvegarde, avant de parler de restauration. Dans les années 70, 80, on va repérer comme ça des biens exceptionnels. Et là, il va y avoir tout le travail, quand on pense en tout cas à la France, du service de l'inventaire, qui va progressivement faire de ce champ un de ces champs de travail. Ça n'arrive pas tout de suite, mais ça va arriver. Et puis, il va y avoir un petit peu une évolution qui va se faire jour avec l'idée qu'il y a un intérêt, une possibilité à donner un nouvel usage à ces bâtiments. Et que finalement, peut-être la meilleure manière de les sauver de la destruction, c'est tout simplement de leur donner un nouvel usage. Et de ne pas vouloir les conserver sous une cloche en se disant ils sont tellement magnifiques et tellement uniques qu'on n'a plus le droit de rien y faire. Donc au contraire, la démarche s'engage de se dire, si on veut pouvoir sauver telle usine, eh bien on n'a pas d'autre choix que de lui donner un nouvel usage. Ce que l'on peut ne pas concevoir pour des grandes architectures religieuses ou civiles qui sont déjà sur la liste de Mérimée de 1840, eh bien on ne peut pas le concevoir pour ces architectures-là, parce que d'abord elles ne sont pas tout de suite perçues à leur juste valeur, à la fois qualitative et quantitative, et puis parce que on ne saurait étendre une telle pratique à tout le domaine bâti, sauf à tout vouloir conserver et à en écarter d'une certaine manière la vie. Donc, les années 80-90 vont voir le florissement de projets de réutilisation. Je vais en montrer quelques-uns qui vont commencer à faire parler de l'architecture industrielle. Parce que l'architecture industrielle, c'est une architecture avec laquelle ou dans laquelle les architectes se permettent d'aller peut-être un peu plus loin que dans l'architecture religieuse ou l'architecture civile, classée au titre des monuments historiques. C'est une architecture qui n'intéresse pas encore tout le monde. C'est une architecture où la question de qui intervient comment ne se pose pas de la même façon, parce que tout simplement il faut sauver, il y a péril en la matière, donc il faut sauver, il y a les bonnes volontés. J'ai parlé des associations, mais il y a aussi souvent le point de départ des historiens, des passionnés, des spécialistes d'un domaine, ou aussi tout simplement de quelques élus qui se prennent de passion pour tel ou tel bâtiment, soit parce qu'ils y ont travaillé ou leur père ou leur mère y a travaillé, soit pour toutes sortes d'autres raisons, parce qu'elles font partie intégrante, ces usines ou ces architectures, de la mémoire sociale de leur territoire communal. Donc on passe à autre chose, et aujourd'hui il me semble qu'on atteint une nouvelle étape dont il faut vraiment prendre conscience, parce qu'on va y être confronté de plus en plus dans tous les domaines de l'architecture, c'est la question de l'environnement. Et la question de l'environnement fait que finalement, paradoxalement, l'architecture industrielle a toutes les chances de trouver sa place dans ce contexte environnemental difficile, parce qu'on a toutes les raisons et tous les intérêts à la recycler plutôt qu'à la démolir. Et ça, c'est quelque chose de très particulier dont il faut prendre conscience. Finalement, cette problématique du recyclage qui vise à réutiliser, à donner un nouvel usage à ce qui a déjà été utilisé, que l'on fait dans le domaine de la production des matériaux, s'applique maintenant à l'architecture, parce qu'on sait très bien, alors on parle un petit peu de bilan carbone, de CO2 emprisonné, de toutes sortes de choses comme cela, mais on sait très bien qu'un bâtiment, pour être construit, il a nécessité l'extraction de matières premières, il a nécessité la transformation de cette matière première, il a nécessité, et ça devient en s'accélérant le cas avec l'époque de l'architecture industrielle, de transporter ces matériaux. Donc il a déjà un bilan, il a déjà consommé beaucoup d'énergie, et de vouloir le détruire pour recommencer, c'est évidemment un non-sens écologique et environnemental. Donc il a toute sa place dans une problématique qui est celle du recyclage. Et ce recyclage, le paradoxe, c'est qu'il va dans le sens d'une approche que moi j'ai qualifiée de biodiversité architecturale, c'est-à-dire que si l'on n'y prend pas garde,
on peut voir des pans entiers de l'architecture disparaître, et qu'il y a là une opportunité formidable, à travers ces questions environnementales, à saisir pour justement sauver, conserver ces bâtiments, les transformer et garder toute une série de typologies qui ont évidemment des capacités tout à fait particulières dues à leur usage initial. Donc, un cycle de si je puis dire, qui, je pense, est en train d'aborder la question du recyclé et qui fait que la question de la restauration, de la réutilisation, de la restitution va se poser aussi d'une autre manière. Et quand je dis recyclage du bâtiment, je pense aussi recyclage des idées qui ont prévalu à la construction du bâtiment, c'est-à-dire des idées, des techniques qui souvent ont été balayées, alors là par les 30 Glorieuses et par l'aspect réglementaire, normatif, dans lequel est aujourd'hui complètement emprisonné le bâtiment, enfin le domaine du bâtiment, à travers les normes, les DTU, les documents tous toujours plus complexes, toujours plus difficiles à appliquer, à tel point qu'on a du mal à concevoir les logiciels qui vont permettre d'appliquer la nouvelle RT 2012. Donc, on a là quand même une opportunité extraordinaire à saisir dans des savoir-faire anciens, dans les manières de mettre en œuvre des matériaux qui sont souvent oubliés ou méprisés et qui peuvent être autant de pistes pour réfléchir et penser le bâtiment de demain. Donc ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important et qu'il faut garder présent à l'esprit. Alors, ce chemin, il a été évidemment pavé, le chemin pour arriver au jour d'aujourd'hui, si je puis dire, il a été pavé de toutes sortes d'expériences assez extraordinaires pour certaines d'entre elles. Ici, d'anciennes filatures transformées en centre d'archives par Alain Sarfati. Quand je parlais de château de l'industrie, là on comprend pourquoi. On a des tourelles avec des créneaux, c'est-à-dire qu'il y a une ambition de faire de cette de donner, à tous les sens du terme, ses lettres de noblesse à cette architecture. Et on est dans une architecture en même temps qui se caractérise par l'emploi mesuré et rationnel de la brique, par l'utilisation du métal pour les questions de plancher, et qui a cette capacité sans faire de jeu de mots, cette capacité portante généralement de ces planchers, qui est tout à fait exceptionnelle, et qui donne la capacité à ces bâtiments à être réutilisés, car le véritable drame des constructions que nous faisons aujourd'hui, c'est que le caractère normatif fait que quand vous construisez du logement, vous construisez des planchers qui ont des capacités portantes pour du logement, c'est-à-dire pour pratiquement rien d'autre. Donc, transformer du logement pour le réutiliser à autre chose, ça voudra dire des reprises de structures très importantes. Là, on est dans un cas de figure où tout est pensé et conçu en grand pour supporter des machines, et quand on en a rajouté des machines, on a repris les planchers, on a renforcé les structures, donc on est souvent avec des capacités portantes tout simplement exceptionnelles, qu'on ne mettrait pas en œuvre aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on dirait, mais ça coûte beaucoup trop cher. Faisons cette petite partie du bâtiment pour recevoir les archives à 800 décanewtons du mètre carré ou 1000, et puis tout le reste, on va le laisser à 250. Et évidemment, le jour où la transformation des bâtiments qu'on construit aujourd'hui arrivera, et elle arrivera, eh bien, on sera sans doute à se poser autrement les questions. Et on aura sans doute quelques soucis. Mais là, on est dans une architecture qui a une ambition technique, industrielle, qui l'engage à se doter, concernant de ces planchers, de capacités portantes tout à fait exceptionnelles. Alors, excusez-moi de ce petit point technique, mais il est important parce que, évidemment, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Cette architecture, elle prend aussi ses lettres de noblesse avec des bâtiments qui sont des bâtiments emblématiques, symboliques. Et évidemment, le M de Meunier, avec les chocolateries, l'usine de Noisiel, qui va être évidemment un élément exceptionnel du patrimoine industriel et qui sera un grand moment de l'architecture industrielle, avec un projet qui sera mené par Philippe Robert et Bernard Eichen, mais aussi par Daniel Lefebvre, car là on est sur des ouvrages d'une telle qualité, d'une telle complexité, qu'il y a une partie que l'on restaure à la manière, j'ai envie de dire, traditionnelle d'un monument historique, avec tout le soin nécessaire, les techniques et les matériaux, et puis il y a une partie que l'on transforme. Donc on est à la croisement de savoir et de savoir-faire, et on est évidemment avec une architecture qui fait sens, qui fait force, et qui a de telles qualités que les établissements Nestlé s'y installent et trouvent tout à fait le moyen d'occuper des espaces
dont au départ beaucoup se disaient mais à quoi ça peut bien donc servir aujourd'hui? Donc voilà, on est évidemment là dans l'exceptionnel, dans des choses tout à fait particulières, là encore avec la grande halle de la Villette, vous me direz là on est dans les grandes opérations, mais là c'est autre chose qui se passe, c'est la question de l'enveloppe capable. C'est-à-dire les grandes structures de béton ou de métal, avec des très grandes portées, sans point d'appui intermédiaire, offrent des potentiels de réutilisation tout à fait exceptionnels. Et c'est ce que commencent à comprendre les architectes et à s'emparer, et à s'en emparer. Avec une idée qui est la mobilité, la modularité, la transformabilité des lieux qui peuvent accueillir différents usages. Depuis des critères plus financiers, plus pratiques, on fait parfois revenir sur ces questions parce qu'on se rend compte que démonter un plancher, de le remonter, de le remettre en place, ça nécessite des équipes. Et on est évidemment dans une époque où on essaye de gérer les bâtiments comme le reste avec économie. Un autre élément très important, puisque là je parle de structure et de la capacité des structures de l'architecture industrielle, c'est les entrepôts Lenné de Bordeaux. On a là un des premiers projets de Vallode-Épistre, qui est une très grande leçon de savoir-faire et de savoir travailler avec l'architecture industrielle, je vais le dire autrement, c'est-à-dire une manière d'écrire une architecture invisible. Une architecture invisible, c'est-à-dire une architecture que l'on ne voit pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait de travaux, ça veut dire qu'on essaye d'être le plus discret possible, de donner toutes les capacités à cette architecture, à ce bâtiment, pour accueillir les nouveaux usages, mais sans pousser de cris, sans brandir de signal, sans faire toutes ces choses qui vont évidemment très très vite se démoder. Donc on a là une approche qui est très précautionneuse de la qualité du bâtiment et qui, voilà, une photo avant les travaux. Je n'ai pas mis beaucoup de photos parce que c'est un lieu très connu, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à y aller. Évidemment, c'est à Bordeaux. Et vous avez ici la manière dont la structure tout simplement est utilisée pour suspendre des cimaises et pour être modulée en termes de surface et d'espace. C'est un lieu qui va être utilisé et qui va être investi par l'art contemporain. Alors, c'est assez amusant d'ailleurs de voir à quel point l'art contemporain s'est mis progressivement à rimer avec l'architecture industrielle. Je crois que ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire que il y a dans ces bâtiments des capacités à accueillir des œuvres monumentales d'une nature tout à fait particulière. Et il y a une grande partie de l'art contemporain qui actuellement ambitionne d'égaler presque la nature. Je pense à certaines expositions, dont une qui s'est tenue dans cet endroit, d'imiter le lever du jour et le coucher du jour, donc le lever du soleil et son coucher. Et cette architecture donne cette capacité, cette potentialité. Vous avez ici les machines, les turbines, c'est une centrale électrique qui a accueilli un bâtiment que tout le monde connaît maintenant sous le nom de Tate Modern, qui est un bâtiment tout à fait exceptionnel, et où là encore, les architectes qui sont mondialement connus, Herzog et de Meuron, ont eu une attitude extrêmement respectueuse du bâtiment. Je vous invite à aller voir les projets de concours. Que des grandes équipes, presque toutes, ont voulu faire un geste, un signe, pour qu'on voit l'intervention depuis l'extérieur. Ce sont les seuls qui ont choisi, au contraire, d'ajouter juste un élément en partie haute, effectivement lumineux, mais c'est tout, sans toucher à la façade. Certains projets éventraient la façade, d'autres faisaient sortir des volumes de la façade. Et là, on se pose à travers cette question-là, une autre question qui n'est pas forcément uniquement celle de la charte de Venise, mais laquelle est question, pas de la réversibilité, mais du reusage. Est-ce que forcément ce bâtiment accueillera ad vitam aeternam un musée? Peut-être pas. Peut-être qu'à un moment donné, les musées comme l'industrie, il y en aura moins, on fera autre chose, et on aura besoin toujours de ces bâtiments qui ont des capacités exceptionnelles. Il faut savoir que l'architecture est mortelle. Les aménagements qu'on peut réaliser dans un bâtiment, on peut les voir démonter parce qu'il y a un nouvel usage qui s'impose. Donc les architectes, là, ils ont un engagement, j'allais dire moral ou éthique, important à prendre. C'est-à-dire que leur intervention ne doit pas juste satisfaire leur ego, elle doit aussi rendre possible d'autres aventures après eux. Si l'intervention est synonyme de fin des capacités ou des potentialités du bâtiment, c'est évidemment tout à fait dramatique. Alors là,
eh bien, leur travail a visé à utiliser cette immense salle des turbines pour en faire un énorme lieu qui a tout de suite été investi par l'art contemporain parce qu'il a des dimensions totalement énormes. La question qu'on pourrait se poser, et là je pense que Paul pourra nous éclairer, c'est que sont devenues les turbines. Mais c'est un autre problème. L'architecture a survécu, pas les machines. Et là on voit les travaux de transformation et on voit le potentiel de cette architecture, de cette grande halle, avec un travail qui se passe à l'intérieur et non pas forcément à l'extérieur. Et donc on a une reprise en compte, une transformation contemporaine, et quand on s'applique à analyser ce projet, on se rend compte que ces boîtes, elles peuvent se démonter, que tout est conçu d'une manière assez simple et rationnelle comme l'était l'industrie, comme tous les passages de gaines, de câbles en plafond, et que l'attention, l'effort est porté sur la bonne utilisation de l'espace, et ça demande beaucoup de travail et beaucoup de pertinence parce que comme beaucoup de choses qui se voient peu, ça demande beaucoup d'efforts. Donc voilà, un grand exemple. Alors on est dans cette transformation de ces bâtiments et on voit, avec ces quelques exemples que j'ai donnés, que progressivement cette architecture industrielle est devenue un des vecteurs de la création, et dans un certain nombre de cas avec des projets particulièrement exceptionnels parce qu'ils prennent intégralement la substance et s'en servent pour dépasser le programme qui leur est donné. Alors il n'y a malheureusement pas que des cas qui sont positifs, et il ne faut pas non plus sombrer dans la naïveté. Évidemment, tout le monde reconnaît, je n'ai pas besoin de dire, l'île Seguin, le fameux krach des ouvriers qui devait être sauvé quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Un ensemble industriel unique. Sont apparus à un moment dans les années 80-90 avec une force extrêmement grande toutes les problématiques liées à la santé passée de ceux qui ont travaillé dans ces établissements, mais à la santé future, les problématiques du plomb, de l'amiante, j'en passe et des meilleurs, les sols pollués aux métaux lourds et ainsi de suite, et qui ont engagé évidemment un mouvement assez difficile pour que ces architectures puissent être conservées. Il n'en est pas moins vrai que l'idée initiale de Jean Nouvel était une idée géniale, de dire qu'il fallait transformer ce site, le conserver dans cette espèce de gigantesque espace couvert sur des hectares et des hectares, pour en faire un lieu nouveau. La réalité en a eu lieu. Alors, je vous ai mis une petite photo des manifestations, parce que ça semble déjà très lointain, ça appartient à un autre monde. Hein. En 68, la CGT aux usines Renault, on voit encore tous les ouvriers en costume, presque, en veste, pas en cravate, mais presque. Et on voit évidemment cet espace gigantesque qui est un espace qui peut accueillir des foules considérables. Et ces bâtiments, cette linéarité, cette puissance, cette île qui est bâtie sur le fleuve, un peu comme les dessins de Piranèse sur les îles du Tibre. Et évidemment, le passage à l'acte suivant, après que certains se soient échinés à démontrer la transformabilité, d'ailleurs Philippe Robert était un de ceux-là, la transformabilité de ces lieux, la manière de les récupérer, à un moment donné, le prix du terrain l'a emporté sur toute considération, on peut le dire, je crois, sans faire polémique, et la démolition s'est engagée. Et aujourd'hui, eh bien, on est face à cette page blanche. Et c'est évidemment pour tous ceux qui vont avoir amené architectes urbanistes à travailler sur un site comme celui-là, je dirais que c'est particulièrement difficile, sans faire de mauvais jeu de mots et sans faire de rapprochement avec la psychanalyse, c'est difficile de se reconstruire quand on n'a plus de mémoire, quand on n'a plus aucune mémoire, qu'il ne reste rien. C'est très difficile parce qu'en général, ça ne se produit jamais dans l'architecture. On travaille toujours à côté de quelque chose, sur quelque chose. Ce sur quelque chose, ça peut être une nappe qui circule en dessous, ça peut être des réserves archéologiques, ça peut être toutes sortes de choses, mais il y a toujours quelque chose. Là, on est sur un sol dépollué en profondeur, tout a été éliminé, et on est sur une tabula rasa, tout simplement. Une problématique difficile pour ceux qui vont avoir à y travailler et concevoir. Et puis là, au titre des regrets, et je vous rassure, j'en resterai là, un autre site qui avait une dimension industrielle absolument exceptionnelle et extraordinaire, qui est le site de Ballard, qui a fait l'objet d'une démolition avant toute construction de bâtiments. Et là, je crois que c'est un peu un véritable problème dans ce pays, mais pas uniquement, dans d'autres aussi. C'est cette idée que beaucoup ont toujours, qu'une fois qu'on aura démoli, l'irréversible est fait, on sera obligé de faire le projet. Et malheureusement, quand on regarde Boulogne-Billancourt,
on voit que le terrain reste vide depuis déjà un certain nombre d'années. Donc espérons que ce ne soit pas le cas ici, mais on ne peut évidemment que regretter ce fameux bassin de giration, qui est quand même un ouvrage absolument exceptionnel, unique au monde, qui paradoxalement, et ça je crois que c'est aussi quelque chose dont il faut que les amateurs d'architecture industrielle s'interrogent, paradoxalement, évidemment, l'architecture du XXe siècle passionne moins que l'architecture du XVIIIe siècle ou du XVIIe. Si on pense à toute la polémique sur l'hôtel Lambert, on s'aperçoit bizarrement que sur l'architecture de Perret, c'est quand même pas tout à fait n'importe qui comme architecte Perret, hein, la ville du Havre est classée au patrimoine mondial, les interrogations, les intérêts sont moindres. Alors, est-ce que c'est le fait que c'est une architecture de béton ? Et le béton, ça rime dans les esprits avec gris, donc avec triste. Est-ce que c'est ça qui prévaut et qui fait qu'on s'intéresse moins à ces architectures ? En tout cas, c'est une véritable question et c'est bien dommage quand de telles démolitions se passent, tant qu'on n'est pas sûr que quelque chose va se passer à la place. Heureusement, d'autres ont repris des terrains, l'approche de terrains vastes, d'emprise industrielle à l'abandon. Et je pense ici à Alexandre Chemetov, qui, sur l'île de Nantes, a montré qu'un autre chemin était possible, à la tabula rasa, qu'un chemin était possible, c'est le chemin qui vise à conserver un certain nombre d'éléments, à en effacer d'autres, parce qu'on ne peut pas forcément tout garder, parce que tout n'a pas forcément un potentiel, et puis à petit faire revenir la vie dans ce site. Et je crois que ça, c'est une expérience absolument exceptionnelle, qui a démontré d'ailleurs toute sa pertinence, parce que progressivement toute l'île reprend vie, et qui a montré que patrimoine industriel rimait tout à fait avec quartier de ville, que ça n'était pas antinomique, que ça permettait des choses qui étaient sinon impossibles, et que c'est des projets qui prennent du temps, parce que faire la ville, ça prend du temps, faire un projet d'architecture, ça prend du temps. C'est pas toujours d'ailleurs cadencé sur un mandat électoral, donc les élus sont toujours pressés, hein, quels qu'ils soient, ils sont tous pressés, il faut que ça soit fini, mais le temps de l'architecture, le temps de la construction, on ne peut pas en faire l'économie. Si on en fait l'économie, bien souvent, on a quelques désagréments. Donc, un site absolument exceptionnel qui donne une voix, qui trouve en ce moment d'ailleurs des échos, qui donne une voix sur la manière de prendre en compte, de reprendre des sites et de les retricoter, si je puis dire, avec des infrastructures de sol, des carcasses de bâtiments, des ouvrages, et progressivement à tisser les uns avec les autres. Et je crois que ce qu'il a particulièrement réussi, c'est d'arriver justement à montrer que le patrimoine, il se portait très bien quand il était comme ça imbriqué avec la ville qui se crée, et que on ne devait pas forcément, le patrimoine et l'architecture ne devaient pas forcément prendre leur distance. Au contraire, ils devaient essayer de se marier au plus près. Alors, je vois que le temps passe. J'avais peur de ne pas remplir mon contrat, mais je crois que c'est l'inverse. Donc, je vais heureusement changer un tout petit peu de sujet pour vous présenter du coup l'approche qui est la mienne, la nôtre. Vous voyez, c'est un courrier qui nous est adressé, je trouvais ça amusant. C'est un Belge, les Belges ont beaucoup d'humour, contrairement à ce que disent certains humoristes français, ils ont beaucoup d'humour. Et ce journaliste nous a envoyé une lettre, Agence d'architecture Philippe Prost, avec des timbres. Des timbres qui sont tout un programme, hein. C'est évidemment que des éléments du paysage et de l'architecture industrielle, et pour nous parler pour nous demander des éléments sur un projet, et évidemment c'était une sorte de clin d'œil. Et je vais donc aborder un sujet qui est celui d'un projet qu'on vient de terminer à peine l'année dernière, et là encore je crois qu'il faut se rappeler du maître mot, le temps. Ce projet qui se trouve à Saint-Fargeau-Ponthierry, c'est un projet qui a mis plus de 10 ans à se faire, qui tient à la volonté d'un élu, qui est le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry, Lionel Valquer, et puis de toute son équipe et des gens qui ont travaillé dans cette usine, qui est les Papiers Peints Le Roi. Alors ça, c'était leur logo, à l'époque où les logos, vous voyez, étaient un petit peu différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui, mais qui sont aussi assez jolis. Papier Peint Le Roi, c'était la plus grosse usine à un moment donné de papier peint en France. Et donc c'était une énorme usine qui avait d'abord débuté à Paris, dans des locaux qui sont aujourd'hui ceux des archives de la SNCF, qui sont occupés par les archives de la SNCF,
parce que leurs planchers sont bien costauds, et qui ensuite s'est délocalisé, je vais faire exprès d'utiliser ce terme, en Seine-et-Marne, parce qu'il fallait de la place, et puis parce qu'il y avait la Seine et l'infrastructure ferroviaire, le rail. Et donc là, on a la mémoire un peu du lieu, de ce qui s'y produisait, et puis le contexte du projet, on le voit là, hein, un projet évidemment assez important. Ah, mince, il ne faut pas effleurer la chose. Un contexte important avec des maisons, hein, maisons construites pour les ouvriers, pour la maîtrise, pour l'encadrement, un dispensaire aussi, et puis une centrale pour produire de l'énergie, un château d'eau pour éteindre les incendies, et puis des halles pour fabriquer du papier peint. Donc un site important, hein, sur cette carte postale colorisée des années 50-60, c'est toujours assez beau. Un site important, mais vous voyez, quand on regarde l'horizon, perdu au milieu de la campagne, en plein cœur de la Seine-et-Marne. Donc ce projet, c'est un projet qui est né de la volonté d'un élu, qui petit à petit a fait tout ce qu'il fallait faire pour arriver à monter son projet d'opération et à transformer ce lieu, puisqu'il n'avait pas d'autre moyen pour le conserver. On a ici là, un document qui montre la Seine et de l'autre côté les voies ferrées. C'est très important de comprendre cela, parce qu'évidemment, par la Seine arrivent les matières premières, le charbon ou la pâte à papier, tout ce qui est lourd, et puis par la voie ferrée repartent les trains chargés de papier peint. Donc le positionnement, un peu comme dans l'architecture militaire, est quand même très stratégique. On ne s'implante pas n'importe où pour faire n'importe quoi. Et puis, on voit là une partie de la zone qui a été construite pour abriter les ouvriers. Il y a une zone un peu plus loin, ainsi de suite. Donc, un site assez vaste. Et le bâtiment, qui est le point de départ de cette reprise en compte de cette grande friche industrielle, dont j'ai oublié le nombre d'hectares, parce qu'évidemment, l'activité du papier peint a périclité. Le papier peint n'était plus à la mode, la Maison Leroy voulait maintenir des traditions de savoir-faire qui ont fait que d'autres ont fait moins cher et ont emporté le marché. Et puis, on est arrivé à un déclin complet, une fermeture. Et puis des petites entreprises qui se sont réinstallées à l'intérieur du site, mais tout ça qui restait un peu qui n'était plus en activité. Une ambition culturelle. Alors, un seul portrait d'architecte aujourd'hui, Paul Friézé. Paul Friézé, c'est un architecte particulier qui est à la fois architecte et ingénieur et qui va passer toute sa vie à construire les sous-stations électriques du métropolitain à Paris, que vous connaissez. Une d'entre elles qui puisse être visitable, c'est la Fondation Electra, donc charpente métallique. Mais c'est aussi un amateur de béton armé, c'est un amateur de tous les nouveaux matériaux pour répondre aux besoins de l'industrie. Et il va s'inspirer des constructions que mènent les Américains, dans la recherche du découpage des tâches, du process industriel, de la liberté, du plan libre des espaces. Et il construit cette usine un peu avant la guerre de 14-18. On la voit en construction parce que ça commence comme ça. C'est le cycle 1, je dirais, c'est la conception, la construction, l'arrivée de ceux qui vont travailler dans l'usine. Nombreux, comme vous le voyez ici, c'est la sortie des usines, et qui vont faire que le lieu va devenir un lieu de production très fort, avec une architecture de qualité. Et puis un jour, comme je vous l'ai expliqué, tout ça s'arrête, et puis ça tombe à l'abandon. Et on se retrouve un peu dans la situation de tout à l'heure, au début, là, avec ce petit film, c'est-à-dire que la première fois qu'on arrive là, après avoir été retenu pour faire un projet, c'était en l'an 2000, on se dit, oui, les espaces sont magnifiques, mais il va falloir des moyens, il va falloir un programme un peu qui s'adapte à ce lieu. Et c'est ce qui fait que le chemin de l'architecte avec l'élu, avec les services techniques, est très long, parce qu'il faut petit à petit, partant d'un programme défini, l'adapter, c'est-à-dire adapter le programme aux dimensions et aux capacités de l'espace, qui parfois sont en surcapacité et parfois en sous-capacité, selon les cas. C'est peut-être trop haut, mais pas assez large, par exemple, pour accueillir une salle de spectacle. Et on a là le point de départ qui est différent de ce que j'ai expliqué jusqu'à présent. Le point de départ, la première chose qui fait que la démolition va s'arrêter, l'idée de la démolition va être écartée, c'est la protection d'une machine que vous voyez là, sur la droite. Je ne sais pas si j'ai une autre image, non, je l'ai retirée. Une machine qui dite les 26 couleurs. C'est une machine unique au monde, produite pour une occasion d'une exposition universelle à la fin du 19e siècle.
qui était capable d'imprimer 26 couleurs différentes pour faire évidemment le plus beau papier peint dont vous pouvez rêver. Et cette machine va faire l'objet d'une protection au titre des monuments historiques, et elle est à l'intérieur d'un espace, qui n'était d'ailleurs pas le sien à l'origine. Mais cette protection fait que d'un seul coup, avant d'ailleurs que le maire ne soit élu, cette protection va faire que le bâtiment qui est autour, on le garde pour protéger la machine, hein, dans un premier temps. On n'est pas encore forcément sensibilisé à la qualité de cette architecture, à ses potentialités, mais elle est à l'abri dans ce bâtiment, pourquoi pas. Et puis il y a le problème des propriétés qui sont éclatées, des indivisions, enfin toutes sortes de choses qui font qu'évidemment tout est très 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 compliqué et très 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 long. Et puis il y a des espaces absolument magnifiques, des espaces où auparavant arrivait le charbon pour être jeté dans des chaudières, une galerie haute avec un transbordeur métallique qui a disparu, mais qui acheminait le charbon, qui était amené par péniche et qui était jeté dans ces chaudières et qui ensuite était transformé en énergie électrique qui était ensuite envoyée dans l'usine. Donc des espaces particuliers avec des points de vue extraordinaires sur l'autre rive, qui est une rive totalement campagnarde, qui est protégée aujourd'hui, donc ce qui fait que face à cette usine, on a un paysage assez unique en Île-de-France, comme ça, d'une rive de la Seine, sans aucune construction. C'est tout à fait particulier. La voilà la machine. La machine en question, avec un morceau de papier peint qu'on a remis dessus pour la photo, je pense, et qui est évidemment exceptionnel. Et c'est ça qui est le point de départ du cycle 2, parce que quand on parle de recyclage, on parle de cycle. Donc le premier cycle, on construit un bâtiment pour répondre à un usage. Et puis à un moment donné, il tombe en déliquescence. Et le cycle 2, on repart, on va voir comment on peut réutiliser ce bâtiment. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, il faut être très prudent dans nos interventions, parce qu'il peut y avoir un cycle 3. Rien ne nous interdit de le penser. Donc la machine, alors des petits croquis pour essayer de voir comment on peut arriver avec un seul accueil à avoir à la fois un lieu de mémoire, une salle de spectacle, une salle d'activité, un atelier pédagogique, la quadrature du cercle toujours. Et là, évidemment, une architecture qui est faite pour distribuer de la matière première et la transformer en énergie, ça a des potentialités évidentes. On peut circuler, organiser les espaces, ils se superposent, ils ont des grandes hauteurs, mais ils sont indépendants les uns des autres. Et évidemment, le point fort, le point clé, c'est la question du positionnement d'une salle de spectacle, parce qu'en fait, l'ambition est d'y installer une salle de spectacle. Et là, le travail sur la structure est essentiel. Et on a eu la chance d'avoir un contrôleur technique absolument remarquable, Jean-Marie Glay, je me plais à le citer, qui s'est passionné du coup pour la construction en béton armé avec les règles de 1905, parce que si on ne connaît pas ça, on ne peut pas comprendre comment ce bâtiment tient debout. Et on fait ce que font beaucoup de bureaux quand ils ne veulent pas se casser la tête ou que ça ne les intéresse pas, bureau de contrôle, on dit... avec les normes de calcul d'aujourd'hui, ça ne peut pas tenir debout. Donc il va falloir tout reprendre. Donc on a eu là la chance exceptionnelle d'avoir quelqu'un de passionné, de cultivé, qui va se cultiver, qui va lire tous les livres publiés sur NBIC, sur le béton. Je ne ferai pas de publicité, mais vous voyez à quels éditeurs je pense. Et qui va nous accompagner dans le chemin vertueux, qui est de dire on a une structure qui a des capacités exceptionnelles, on peut démolir tout ce qui a été rapporté, qui est de médiocre qualité, qui n'a pas de rôle structurel. Par contre, on ne doit pas toucher à cette structure pour installer cette salle. Et c'est ce qui va configurer la salle, qui était d'autant plus complexe qu'elle devait être à la fois répondre aux normes du CNC, du Centre national du cinéma, et en même temps pour voir dérouler des petites formes de spectacles vivants. Donc, un travail de calage, mais qui, vous le voyez ici, respecte la structure initiale, un grand mur de refend, une structure de poteaux en béton armé, cohérent avec des dalles, des planchers, avec des structures internes, et qui fait que le tout est conçu comme un tout indissociable. C'est-à-dire que si vous voulez avoir plus de place, vous commencez à démolir un poteau, il faut tout reprendre. Et c'est là où je crois que les architectes doivent essayer d'arriver à travailler avec les capacités qui sont souvent exceptionnelles du bâtiment et sans remettre en jeu leurs équilibres. Alors il faut évidemment, ça passe par un dialogue. Ça passe par un dialogue avec un maître d'ouvrage, ça passe par un dialogue avec l'entreprise. On ne sait rien faire seul, il faut il faut être très clair. Et ça passe toujours par des conjonctions, des rencontres. Et c'est aussi pour ça que ça prend du temps quand on veut essayer de faire un peu les choses comme il le faut. Donc voilà, là c'est des photos de la démolition en cours.
l'espace à l'intérieur assez impressionnant. On avait des murs de parpaing qui avaient été montés d'un peu partout parce qu'il y avait d'autres activités qui s'étaient installées, mais qui finalement, par économie, par bonne économie d'intervention, n'avaient jamais tous touché à la structure fondamentale. Ça me fait toujours penser à cette photo au Mont-Saint-Michel, où à l'époque où c'était un pénitencier, transformé en pénitencier par la Révolution, où on avait entresolé avec quelques poutres, quelques tommettes, Mais en fait, c'est fait avec une telle économie de moyens que le jour où on veut changer les choses, c'est relativement facile. Et donc on a cette structure qui est assez magnifique, qui fait un peu penser, moi qui me fait toujours penser justement au terme de Maxence et Constantin, ce grand modèle de la basilique, d'espèce d'architecture très impressionnante, qui va se transformer, parce qu'il faut la transformer pour répondre à des nouveaux besoins. Et là, on se fait, on est obligé d'avoir une approche double, c'est-à-dire on est obligé d'être dans une approche où on soustrait des choses et où en même temps on en ajoute. Et le travail, il vise à arriver à ajouter des choses qui puissent éventuellement un jour être supprimées, sans porter atteinte à la structure principale, et qui en même temps répondent à l'usage nouveau. Donc on est dans ce rapport, et c'est-à-dire qu'on doit à la fois interpréter et comprendre le bâtiment, et en même temps on doit le recomposer. Je reprends volontairement ce terme de re. Et là c'est ce travail qu'on a mené pour l'expliciter, parce que finalement les choses ne sont pas forcément si simples à lire. Tout ce qui est en rouge est ce qui est rapporté dans la structure, tout ce qui est en noir c'est la structure primaire, préexistante, et on voit qu'en fait ça joue par des ajouts évidemment beaucoup plus forts au cœur du bâtiment puisqu'il accueille la salle de spectacle. Vous voyez comment ici elle s'installe dans le gradinage, et vous comprendrez aussi pourquoi on choisit du coup d'utiliser des matériaux d'aujourd'hui tout simplement. Et là on a cette chance, c'est qu'avec l'architecture industrielle on peut dialoguer, même si l'écriture de la façade est une écriture assez classique avec un souci de polychromie, une architecture finalement assez traditionnelle mais de qualité et avec cette ambition propre aux industriels de l'époque. Les façades sont de ce type. Par contre, l'intérieur, c'est une structure qui répond à un besoin d'industriel. Et donc, Friese ne se sent pas schizophrène. Il écrit une architecture ambitieuse et en même temps, il crée une structure porteuse très forte. Et quand on est face à cette architecture, eh bien on se doit à la fois de la respecter, mais aussi on essaye de trouver une écriture qui soit dans un registre peut-être qui est celui de l'industrie, qui est contemporain, qui ne cherche ni à imiter ni à choquer. Et là, c'est simplement les systèmes de distribution d'escaliers qui sont ajoutés sans toucher à la structure elle-même, qui sont posés à côté et qui vont permettre d'accéder sur le toit et de découvrir le panorama de cet ensemble. L'intérieur, idem, on le voit, on est sur cette recherche de garder tout simplement la lecture de la peinture de propreté qui existait, des dispositifs qui sont ceux, alors, j'en ai pas du tout parlé, mais dans un projet comme celui-là, qui est entièrement, où on a pu, là aussi, je ne développerai pas parce qu'il va être trop tard, mais chercher à utiliser des énergies renouvelables, donc la géothermie, une géothermie douce, pas une géothermie qui met en péril le système, l'énergie évidemment solaire, puisqu'on a un grand toit terrasse. L'architecte des bâtiments de France, certains étaient inquiets en disant mais si on propose de mettre des panneaux solaires, ce ne sont pas des panneaux photovoltaïques, mais des panneaux solaires, qu'est-ce qu'on va nous dire? Et l'architecte des bâtiments de France, avec beaucoup de justesse, a dit mais on est sur une architecture industrielle, rien ne nous empêche d'utiliser ces panneaux sur une telle architecture quand on a plusieurs centaines de mètres carrés de toiture terrasse, au contraire. Et donc on chauffe ce bâtiment où on le ventile finalement avec une part d'énergie renouvelable extrêmement importante, sans l'isoler par l'extérieur, sans le doubler par l'intérieur, simplement en refaisant des châssis qui ont un rôle extrêmement important, donc qui sont très techniques, dans le détail desquels je ne rentrerai pas, d'autant qu'ils doivent être stables, qui doivent être coupe-feu par rapport à des circulations qui se font à l'extérieur, vous voyez, donc il y a tout un travail pour arriver à ce que tout ça se marie et qu'on n'ait pas l'impression, tiens, le châssis coupe-feu, tiens, un vitrage normal. Donc, un travail minutieux et humble, et qui permet d'aboutir à un résultat qu'on espère réussi. Et puis, il y a la mémoire qui est revenue, avec une conservatrice aux Arts Déco sur la section des papiers peints, qui est Véronique Delahougue, et qui nous a dit à un moment donné, mais je croyais bien que vous viendriez jamais me voir.
parce que quand même ne pas utiliser le papier peint dans ce bâtiment, ça me semble un non-sens. Et elle avait évidemment raison avant tout le monde, et notamment avant l'architecte, c'est-à-dire qu'elle avait compris que pour que ce bâtiment garde une part de sa mémoire, il fallait que ce qu'on produisait dans ce lieu soit réinscrit dans le bâtiment. Et là, il y a eu une rencontre formidable qui a été faite grâce à Véronique de la Hougue, qui est celle de François-Xavier Richard, qui est quelqu'un qui s'est lancé dans la fabrication du papier peint, et d'abord pour restaurer des papiers peints, pour faire des papiers peints à l'imitation des anciens, ensuite pour faire des papiers peints contemporains avec des designers ou des décorateurs. Et on s'est rencontrés et on s'est dit finalement, on essaye tous les deux un peu de faire la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite entre les choses. Les registres, il faut les utiliser en fonction des sujets. Donc ça a été une rencontre absolument formidable, un vrai plaisir, qui s'est fait alors que le projet était quasiment fini. Et là encore, grâce à l'énergie sans faille de Lionel Valquer et d'Alain Garnier, qui est dans la salle, je le salue au passage, et des services et toute une équipe qui était très mobilisée, on a réussi à introduire cet élément au dernier moment. Parce que se posait une question, un peu bêtement d'ailleurs, il faut dire, je me disais, mais comment va-t-on habiller le volume de cette salle ? Le volume de la salle, à certains endroits, on le voit très clairement, parce qu'il est fait de panneaux de béton préfabriqués qui ont été installés à l'intérieur. Mais il y a des endroits où on est sur des questions de doublage phonique, c'est assez compliqué. Et donc, on a un doublage. Donc, comment l'habiller ? Et donc, on en est arrivé à cette solution qui était de raconter la diversité des papiers peints simplement comme dans un système kaléidoscopique. Il n'y a que quelques motifs, mais qui changent de couleur et qui changent de matière, c'est-à-dire ils sont imprimés, marouflés, vernis, mat, et ainsi de suite. Et il a écrit comme une sorte de kaléidoscope autour de cette boîte. Et évidemment, ce que vous voyez au-dessus, ce sont les anciennes trémies dans lesquelles le charbon descendait directement dans les chaudières. Donc voilà où on en est arrivé. Et je dois dire que c'est un travail évidemment très collectif. Alors la nuit, c'est plus olé, on va dire, avec des lumières et des éclairages, mais ça va très bien au bâtiment, ça ne le gêne pas, et ça fait que la nuit, il est évidemment très visible depuis le pont qui franchit la Seine à cet endroit. Et c'est un travail évidemment long, c'est évidemment un travail d'équipe, dans lequel, à l'agence, plusieurs se sont succédés pour porter le projet. Et je sais qu'il y a alors je vais oublier, j'en vais en oublier certains, mais je sais qu'il y a au moins Dominique Blanchon et Gaël Lesterlin qui, lui, a mené le chantier, qui s'en sont occupés. Je sais que tout le monde a un peu mis la main à la pâte à un moment ou à un autre, parce que quand ça dure 10 ans, un chantier, un projet, il y a un moment donné où tout le monde se fatigue un peu. Mais l'essentiel, c'est d'arriver et de toucher le but. Voilà, alors je vais en avoir fini, et je voulais finir par un peu un clin d'œil, c'est-à-dire montrer un projet sur lequel on travaille aujourd'hui, qui est celui de la Monnaie de Paris, dont je vous ai parlé, qui est un projet, alors là, le paradoxe, ou la chance plutôt, je devrais dire, la chance absolument extraordinaire, c'est que l'ambition de ce projet, qui est porté par Christophe Beau, qui est le président-directeur général de la Monnaie de Paris, et dirigé par Jacques Léon, eh bien, l'ambition de ce projet, c'est au contraire de maintenir la présence industrielle sur les quais de Paris. Alors, évidemment, après avoir parlé de lieux abandonnés, de lieux martyrisés, de lieux... Je vais m'arrêter là. Là, on se dit, alors là, c'est le monde à l'envers. Non, c'est la compréhension qu'on est là face à un site historique qui a toujours été une manufacture, qui n'a jamais changé d'objet, qui a à un moment donné vu une partie de son activité partir à Pessac, pour être dans des installations plus modernes, mais qui aujourd'hui, il y avait deux branches, il y avait une branche purement monétaire et puis une branche plus artisanale, plus médaille, plus objet d'art, et cette branche continue quand même sur le site, il y a au moins 250 personnes qui sont là, qui y travaillent. Évidemment, c'est une activité importante, l'établissement ne se portait pas très bien, mais le nouveau président a réussi à redonner à cette entreprise du bénéfice, et du bénéfice en augmentation, de la production en augmentation. Et donc, son ambition, c'est de maintenir là l'activité et donc de la réorganiser. Donc, on est là dans un cas, je puis dire la boucle est bouclée, qui est un peu différent, c'est de se dire, alors, comment on va faire se côtoyer dans ce site très très vaste, qui ne nécessite plus d'être occupé en totalité par l'activité. Comment on fait pour redonner de la compacité et de l'efficacité au process industriel en le conservant, en le maintenant dans des bâtiments du XVIIIe, voire en construisant quelques ajouts contemporains,
Donc, comment on fait pour conserver cette activité, pour la valoriser, c'est-à-dire pour la faire découvrir au public, et donc pour donner à voir aux Parisiens, mais aussi aux Français et au-delà à tous les visiteurs, à voir les ateliers, à voir comment on frappe, comment on cisèle, comment on grave, comment on fond le métal. Donc l'ambition est assez extraordinaire, assez unique. Et évidemment, vous imaginez le plaisir qu'est le nôtre de pouvoir participer à une telle aventure. Parce que là, on est au contraire dans une permanence d'une activité qui est tout à fait rassurante par les temps troublés que nous vivons. C'est de se dire qu'à un moment donné, quand on atteint un seuil d'excellence dans cette activité, eh bien, on garde les moyens de son développement et on peut envisager des projets qui visent donc comme ça à ouvrir le site au public, à transformer le coffret-fort en un morceau de la ville, à lui redonner des respirations et à, en même temps, continuer de maintenir une activité qui s'y passe depuis 1775. Voilà, donc j'ai fini et je dirais que, pour conclure, je dirais que tous ces sites, évidemment, conjuguent une passion pour l'architecture industrielle qui est vraiment une grande architecture. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et merci encore.